Allez, bien bonjour à tous. On va vous parler un petit peu dans cette vidéo de cet avant-match pour le Racing Club de Lens et avant cette saison 2026-2027. Le RC Lens qui reçoit le PSG pour cette première rencontre officielle. Je vous avais fait quelques petites vidéos, quelques shorts avant cela, mais l'idée c'est un peu d'évoquer ce match avant qu'il ne débute ce dimanche. L'idée aussi de La Voix des Corons, c'est d'évoquer aussi votre histoire par rapport au Racing. Voilà, quels sont vos souvenirs par rapport à des Lens PSG par exemple. Moi, il y en a un qui me vient tout de suite. Je vais vous en parler dans quelques instants. A tout de suite pour cette première vidéo. Voilà, donc écoutez, c'était l'occasion un petit peu de se présenter. Donc moi c'est Thibaut, je suis donc le fondateur de La Voix des Corons, qui se veut une page tout à fait classique hein, par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais avec une idée peut-être un peu plus centrée sur voilà, votre voix, votre histoire aussi avec le RC Lens, et évoquer quelques anecdotes aussi qui est savoureuse, qui fait qu'on aime ce club par-dessus tout. L'idée un peu pour débuter cette première, c'est d'évoquer votre histoire par rapport à des Lens PSG. Moi, il y a un Lens PSG qui m'a marqué, évidemment. C'est celui de 98, où le Racing Club de Lens reçoit une équipe parisienne en pleine bourre. Et puis Lens aussi était vraiment pas mal avec cette lancée un petit peu vers le titre de champion de France. Mais il fallait battre un PSG qui était accrocheur, qui en plus quelques semaines plus tard allait battre cette équipe du RC Lens pour aller chercher un titre. C'était la Coupe de France. Le PSG avait battu le RC Lens aussi en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Avec cette même équipe, avec Marco Simone à l'époque. Voilà, donc c'était vraiment l'équipe piège par excellence. Mais Lens recevait donc le PSG avec un Bollaert quasiment en feu. Je crois que c'était le stade était à guichet fermé ce jour-là. Moi, je me souviens très bien aussi qu'il y avait en tribune Tranin ces petits espaces dédiés aux supporters, enfin pour séparer les clubs, enfin les deux groupes de supporters en tribune Tranin. Et ça m'avait marqué parce que je crois qu'à l'époque, il me semble que Bollard n'avait pas encore été à guichet fermé de la saison. Et je crois que c'était le match où le RC Lens a été à guichet fermé. Et donc le match était sur Canal+, à l'époque évidemment. Et il y a eu un déferlement sans et hors sur ce match, hein. Il n'y a pas eu photo ce jour-là, avec un score de 3-0 sans appel, avec un acteur prépondérant du titre, évidemment. Ce jour-là, c'était Marc-Vivien Foé qui avait fait un match exceptionnel. Je crois que c'est peut-être le meilleur match que j'ai pu voir de Marc-Vivien Foé. Moi, je suis un grand fan de Marco, évidemment. Et ce jour-là, je me souviens que c'était un match vraiment phare de Canal+, et il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation avant la rencontre. Parce que je le disais, hein, le PSG était vraiment dans une bonne dynamique et Lens avait besoin de gagner pour confirmer son statut d'équipe qui pouvait prétendre au titre à l'époque. Et donc, c'était un match vraiment exceptionnel, hein. Je me souviens très bien des buts. Je crois que c'est Jean-Guy Wallem qui marque. Voilà, bon, bref. Ça a été un grand match. Est-ce qu'il y a un Lens PSG qui vous avait marqué le plus aussi? J'attends vos commentaires là-dessus. Moi, en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué de ces Lens PSG-là. Il y a eu aussi, bien sûr, la victoire en 2023, mais cette victoire-là en 2023, je pense qu'elle ne faisait pas de doute parce que le RC Lens était beaucoup plus consistant, avait plus de, comment dire, en termes de contenu footballistique, il y avait vraiment une osmose parfaite. C'est vraiment dommage que le club n'avait pas réussi à aller chercher le titre parce que je pense que c'était l'année qu'il fallait. En plus, le PSG n'était pas vraiment le PSG qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, moi, il y avait Messi, tout ça, il y avait Sergio Ramos, Donnarumma dans les buts, Mbappé, bien sûr. Mais c'était pas la même équipe quand même dans le fond du football. Là, aujourd'hui, le PSG a changé de dimension. On sent qu'ils sont beaucoup plus consistants, on sent qu'ils sont beaucoup plus forts individuellement aussi, on peut le dire, mais ils ont cette capacité à s'adapter aux adversaires. C'est ça qui fait leur force. Là, on l'a vu hein, sur les 2 dernières années en Coupe d'Europe, ils sont vraiment impressionnants. Je vois pas comment là le Racing peut les battre sur ce trophée, mais bon, tout est envisageable, hein, bien sûr, mais il faut pas non plus espérer quoi que ce soit. En tout cas, il faut espérer peut-être une bonne surprise. C'est toujours comme ça qu'on pense un peu les choses aussi. À Bollaert,
ça change beaucoup de choses quand même. C'est vrai que ce tirage au sort, ce système de tirage au sort, c'était assez particulier. Je trouvais ça un peu bizarre qu'on propose au club de recevoir ce match. Que ça soit à Lens, tant mieux. Mais encore une fois, je pense que pour un match neutre comme ça, il fallait forcément ces lieux voilà, dans un stade comme celui de Bordeaux. Le Stade de France n'était pas dispo, donc ça c'était clair. Mais au moins, à Stade-Neuve, je sais pas, ça aurait pu se passer à Lyon, à Lille aussi, pourquoi pas. Enfin bref, moi je vois pas pourquoi on s'est entêté sur ce système de tirage au sort pour ce trophée Coupe de France. Bon. Après, c'est les instances qui décident de ça. Moi, je trouve ça un peu dommage de devoir à chaque fois faire des propositions et faire des choix qui parfois sont un peu lunaires, on peut le dire. Mais moi, en tout cas, je suis ravi que ça se passe à Lens. Ça peut occasionner peut-être un petit avantage dans le sens où à Bollaert en mode Coupe d'Europe, c'est vraiment pas mal du tout. On se souvient des matchs de Coupe d'Europe qui ont lieu à Bollaert. Il y a quand même Arsenal qui est tombé à Bollaert, Milan, la Corogne. Voilà, donc c'est quand même un stade qui réussit plutôt bien en Coupe d'Europe. Donc, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, mais c'est quand même. Là, le PSG est quand même vachement mieux armé, je trouve même. En cette intersaison, bon, il y a quelques absences, mais c'est pas ça. Alors, à chaque fois qu'il y a des absences, il y a toujours quelqu'un qui comble ce vide. Joao Neves qui joue pas, bon, ok, mais il est remplacé par qui? Par Zaïre Emery ou Mayoulou. Mayoulou qui peut être le moins fringant des joueurs du PSG, mais c'est pas, enfin, il y a pas d'écart abyssaux non plus entre les joueurs. Enfin, franchement, ils sont sur le même. Tant qu'ils ont leur système de jeu qui est en place, tant qu'ils savent à quel endroit ils se mettent, c'est très difficile de s'adapter pour n'importe quelle équipe. C'est pour ça que depuis 2 ans, ils roulent sur tout le monde parce qu'ils ont une capacité à être bons, peu importe la configuration, peu importe aussi leur effectif. La seule chose qui les met en difficulté à chaque fois, c'est leurs conditions physiques. Leurs conditions physiques, voilà, ils ont du mal à durer 90 minutes à haute intensité. Ça, c'est vrai, mais pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Encore là, mercredi, ils ont été dominés donc lors de la Super Coupe d'Europe. Ils ont eu un adversaire assez compliqué, Aston Villa, qui a bien joué. Mais ils ont eu un gardien qui a fait les arrêts qu'il fallait. Ils ont été efficaces. Et puis ils sont solides. Une fois qu'ils mènent au score, c'est fini. Une fois qu'ils mènent au score, c'est fini parce qu'ils ont ils ont une rotation dans le 11. Ils arrivent à trouver les espaces à chaque fois pour combler les vides, etc. C'est vraiment impressionnant. Quand tu les vois, c'est encore plus marquant quand tu les vois en vrai. Moi, pour les avoir vus jouer il y a 2 ans, c'était pas la même chose. Ils étaient vraiment dans leur coin. Chacun avait son rôle et tout. C'était pas fluide. Mais là, on voit les joueurs, ils tournent, etc. Tu vois Hakimi qui se retrouve en phase offensive, il est devant. T'as Vitinha qui recule pour combler les vides. T'as Marquinhos qui s'écarte, Pacho aussi. Pacho et Marquinhos, ils courent beaucoup. Faut voir aussi les courses qu'ils font. Pacho notamment, il a une couverture défensive qui est formidable. Et puis derrière, tu as Safonov qui arrive toujours à combler s'il y a des ballons en profondeur, etc. Et c'est pour ça que Lens, ils vont avoir du mal à trouver des espaces parce que il faut qu'ils fassent dans les transitions offensives des transversales, il faut qu'ils changent l'orientation du jeu. Et c'est très compliqué de mettre ça en place alors qu'en face, ça court de partout. Puis ça permute sans arrêt. Kvaratskhelia qui peut jouer sur l'aile, mais des fois il se retrouve en position de faux neuf. Dembélé il est sur le côté, Doué aussi. Mais ça court sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et des fois on est perdu. Les adversaires sont perdus parce qu'ils ne savent pas quel joueur va se retrouver dans leur zone, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Et donc, c'est ça leur capacité. C'est pour ça qu'ils recrutent aussi des joueurs qui sont polyvalents dans leur phase offensive parce que ils sont capables de mettre la même intensité peu importe où se situe sur le terrain. Là, ils ont recruté Ferran Torres. C'est un mec qui va chercher la profondeur comme Barcola. Götze, que j'ai vu, là, le Belge, je le connais pas trop, mais c'est un dribbleur. Donc c'est quasiment... c'est comme Barcola en fait. Donc ils arrivent toujours à combler les vides qui fait qu'ils sont vraiment au top niveau.
Donc je mènerai pas large pour le Racing ce soir. S'il y a peut-être une configuration où peut-être ça peut bien se passer, c'est peut-être au tir au but. Pourquoi pas. Alors Safonov, la dernière fois qu'on l'avait affronté dans cette configuration-là, il avait fait un match énorme au tir au but. Mais on a Robin Risser qui est très fort dans ce domaine-là, sur la ligne. Pourquoi pas. Le retour de Robin Risser dans les buts, ça va faire du bien aussi. Il rassure, il parle beaucoup, puis je pense qu'il est bien motivé pour son premier match. C'est pas évident de reprendre après son expérience de la Coupe du Monde, etc. Bon, il n'a pas joué, mais bon, il s'est entraîné avec les meilleurs. Il a vu, je pense qu'il a grandi. Mais c'est bien qu'il puisse être là avec la défense centrale qui est toujours un petit peu bankable. Ça, on en parlera juste après, mais je trouve c'est un gros défaut pour l'instant du Racing. Je pense que tout le monde l'a vu. Mais voilà, bon, écoutez, on va faire d'ailleurs un état des lieux ligne par ligne. Donc dans les buts, bon, Romain Risser, ça, il n'y aura aucun problème. En défense, donc, moi je vois plutôt une défense Saoud, Antonio, Gagnou, Navroki et puis Mathieu Hudol. Pour moi, c'est les 5 qui peuvent jouer ensemble. Il peut y avoir peut-être Sagnan si jamais Navroki est en difficulté, mais je pense qu'on est un petit peu dur avec lui pour l'instant. C'est sûr que le premier match que j'ai vu de lui, c'était compliqué. Mais de toute façon, tout le monde le dit. Il avait du mal peut-être à s'intégrer au collectif, mais là, je l'ai trouvé vraiment mieux dans les matchs précédents. Alors, c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas les titulaires, donc contre Sunderland, il manquait du monde quand même. Mais là, je trouve qu'il est plutôt solide comme défenseur et je pense que sur les coups de pied arrêtés, il sera vraiment intéressant, que ce soit en défense et en attaque. Il est très grand. Je trouve il est bien gainé, ce Polonais, donc moi j'ai hâte de voir ça. Bon, bien sûr, après, les autres défenseurs, tout va bien, quoi. Enfin, je pense que Antonio Gagnou, ça peut durer sur les premiers matchs. Faudra voir après, par la suite, pour la Coupe d'Europe, hein. Je pense que quand on aura recruté ce fameux défenseur central, je pense qu'on sera content d'avoir Antonio et Gagnou ensemble. Ils sont très complémentaires tous les deux, donc c'est vraiment des frères, on le voit, ils sont très très complémentaires. Donc voilà, ça c'est pour la partie défense. Au milieu de terrain, moi je vois plutôt un duo Cuisance Titraoui, mais bon, on l'a vu en prépa, il y a eu plutôt le duo Cuisance Bulatovic, donc je pense que ça sera ce duo-là qui sera choisi. Mais je les ai trouvés pas forcément très complémentaires tous les deux. Je pense qu'ils se marchent un peu dessus. Bulatovic, je le trouvais plutôt intéressant dans la transition attaque-défense. Défensivement, je le trouve pas au niveau en termes de récupération du ballon. Je trouve que Titraoui sera beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'après, il se placera comme un titulaire important, notamment en Ligue des Champions. Cuisance, je trouve que c'est une bonne surprise. Il a le niveau un petit peu. Déjà, c'est un gaucher. Donc, c'est le remplaçant numérique de Sangaré, hein. Donc, il a une bonne projection, je trouve. Voilà, il est motivé. On sent il a pleine conscience de son rôle au milieu de terrain. Donc, moi, je trouve qu'il va beaucoup apporter au Racing. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Oui, Bulatovic. Après, donc, là, on n'a pas vu pendant la préparation Aïdara. Donc, j'ai hâte de le revoir parce que je me souviens que le duo Aïdara-Bulatovic, c'était vraiment pas mal. Sur notamment le match contre Lyon. Ils avaient été vraiment très performants. Voilà, écoutez, bon, après au milieu de terrain, il y aura peut-être encore un absent. Il faudra peut-être recruter, je pense à ce poste-là si jamais il y a des blessés. Voilà, ça manquera un peu parce que je vois pas Sotoka jouer au milieu de terrain. Ça, c'est non. Donc voilà, j'ai hâte peut-être de voir d'autres noms au milieu. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc il faudra absolument recruter peut-être en fin de mercato, peut-être une opportunité de marché qui sera intéressante. Peut-être pas un joueur confirmé, mais un joueur en devenir, pourquoi pas. En attaque, moi je vois plutôt Skoras, le Polonais, là, je vois plutôt dans cette phase d'ailier un peu.
Je le trouve pas forcément en termes de piston. S'il est à droite, c'est pas mal, mais il y a quand même Aguilar derrière Saoud, donc Aguilar, c'est le remplaçant de Saoud, ou vice-versa d'ailleurs. Donc pour moi, non, Scoras, c'est pas un joueur qui jouera dans un couloir, je pense. Bon, peut-être à la place de Mathieu Hudol, s'il est vraiment absent, allez, pourquoi pas sur le côté gauche, mais de toute façon, Scoras, c'est le Frankowski 2026-2027, donc voilà, il jouera sur les deux postes, je pense. Voire même plus haut, j'insiste. Après, bon, bien sûr, Thauvin, ça sera le capitaine, donc forcément, il sera prépondérant, essentiel. J'espère qu'il fera une grande saison. J'espère qu'il ne sera pas embêté par les pépins, parce qu'on a vraiment besoin de lui, pour le coup. Si jamais il est absent, je vois bien notamment Cuisance prendre sa place, par exemple. Ou Mesloub, mais Mesloub, ça sera plutôt un joker pour moi. Mesloub, faut pas trop le griller non plus. On l'a vu, de toute façon, il a fait une entrée, il marque, mais il faut pas je pense qu'il sera vraiment important comme joker de luxe, vraiment sur les matchs, de toute façon, comme Fofana, hein, c'est pareil. Peut-être qu'il jouera des matchs en tant que titulaire sur un match de championnat, par exemple, pour faire tourner, mais je le vois pas jouer titulaire souvent. Bon, Sima, pour moi, c'est mon chouchou, donc moi j'adore Sima. Je trouve quand il a toujours répondu présent sur les matchs qu'il fallait, donc je vois d'ailleurs faire un bon match contre le PSG. Hudson-Edouard, indéboulonnable évidemment, en attaque, j'espère qu'il restera. J'espère, j'ai pas d'infos, hein. Moi sur cette page, je vous ne donnerai pas d'infos sur les transferts ou quoi, j'en ai pas. J'ai pas de contact sur place, donc je vous en donnerai pas. Et si j'en ai, je garderai très précieusement les infos pour l'instant. Ivanovic, je l'ai pas encore vu à l'œuvre, donc je peux pas trop vous dire à quoi il ressemble, mais bon, on est unanime sur le fait que c'est un joueur qui va beaucoup apporter. On verra. Fofana a fait une excellente préparation, je trouve. Je le trouve bien affûté. Je le trouve bien, il est bien dynamique. J'espère qu'il saura répondre aux attentes. Bon, Torgan Hazard n'est pas là donc pour les 2 premiers matchs, donc on verra. Mais bon, Torgan, sur les ailes, il va faire du bien. Je pense qu'il peut être décisif aussi en poste de numéro 9 si jamais Edouard est absent longtemps. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qui c'est que j'ai pas encore cité? Bon, Sotoka, malheureusement, Sotoka, j'ai un peu du mal cette année, mais je pense que je suis pas le seul. Pour moi, il a un rôle essentiel dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui encourage, etc. C'est pour moi un membre du staff bis, en fait. C'est quelqu'un qui sera important peut-être sur des matchs de championnat, quand il faudra faire tourner, etc. La Ligue des Champions, il connaît, mais bon, il a plus le même âge, hein, Florian Sotoka, et je le trouve vraiment décevant maintenant. Faut pas trop lui en vouloir, mais il a fait beaucoup de choses, hein, pour le club, mais c'est très compliqué. Je pense que c'est bien pour lui de pouvoir jouer encore une saison, mais après, peut-être que ça sera terminé pour lui, mais j'ai du mal à me positionner sur lui, mais on peut pas le considérer comme un joueur qui va être dans la rotation naturellement, en fait. Voilà, c'est mon avis, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, je pense que là-dessus, ça sera important de souligner tout ce qu'il a pu apporter tout au long de ces années, mais il ne sera pas indéboulonnable cette saison, quoi. Voilà, bon, rapide tour d'effectifs, hein, avant ce premier match. J'espère qu'il y aura des recrues aussi, notamment on pense à un défenseur axial gauche. Il y aura peut-être un ailier aussi qui pourrait arriver, et j'insiste, un milieu de terrain, ça serait bien. En plus, c'est toujours intéressant. Un joueur à fort potentiel éventuellement qui pourrait venir renforcer l'entrejeu, ça serait vraiment bien. Voilà, écoutez, j'attends un peu vos avis sur cette première rencontre. Écoutez, ça sera difficile d'envisager quoi que ce soit sur ce match, faut être tout à fait honnête, mais ayons confiance en Dino Topmöller. On en parlera dans une autre vidéo, mais il a peut-être beaucoup de choses
à montrer le technicien allemand dans les prochaines jours. À très vite, ciao.